Après presque 50 ans de dessin, Plantu quitte le journal Le Monde. La photographie africaine s'expose à la Galerie Mannien à Paris. Et puis après Hollywood, le nouvel Eldorado du cinéma pourrait bien être australien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche. Il a signé son dernier dessin pour Le Monde ce mercredi. Chaque jour, on le retrouvait dans les pages du quotidien. Plantu résumait en images l'actualité entre humour, critique et bienveillance aussi. En 50 ans dans le journal, le dessinateur n'a jamais posé sa plume. Son portrait par Nicolas Lemarinier. Sa première colombe en 1972, devenue une signature, les caricatures pas très flatteuses des chefs d'État, Donald Trump ou Angela Merkel. Un regard drôle ou attendri sur la société française. Depuis 50 ans, Plantu trouve le trait juste pour nous faire sourire. En 1972, il est engagé au Monde à 21 ans. Dans ses premiers croquis, il s'inquiète du sort des pays pauvres. Son métier de dessinateur le fait voyager et découvrir la planète. Ça m'a donné une ouverture sur le monde entier, sur les cultures, sur les religions, sur les opinions. Et je me suis dit, oh, ça c'est bien. Puis moi qui ai raté mes études, ça m'a fait rattraper tout ce que je ne savais pas. Depuis 1985, Plantu propose chaque jour un dessin à la une du Monde. Beaucoup de ses cibles ont compris le pouvoir d'un simple crayon, comme François Mitterrand, que le dessinateur rencontra plusieurs fois. Une fois, il s'est approché de moi, il m'a dit, vous pouvez tuer. Alors, je dis, attendez, il y avait Guy Bedos à côté de moi, il dit, Monsieur le Président, c'est un gentil. En 1991, Plantu se fait diplomate auprès de Yasser Arafat en lui faisant dessiner le drapeau israélien à côté du drapeau palestinien. Shimon Peres, ministre israélien des Affaires étrangères, signera aussi le dessin, une façon pour les deux hommes de manifester leur bonne volonté. Un jour, il y aura une paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Or, ce dessin-là, il sera dans un musée de la paix. Religion, conflits sociaux, le ton se fait parfois caustique. Ceux qui sont contre la charia, levez la main. Hein, toi, faire de la politique, mais tu sais même pas faire une fausse facture. Ce n'est pas parce qu'on est en grève que vous attendez, c'est parce que vous attendez qu'on est en grève. Est-ce que les lecteurs sont plus susceptibles aujourd'hui, par exemple ? Ouais. Ah oui. Oui, parce que les réseaux sociaux mettent de l'huile sur le feu. Et comme un dessin vaut mieux qu'un long discours... Pour moi, Richelieu, c'est l'inventeur des réseaux sociaux. Il a dit ça à l'époque de Louis XIII. Qu'on me donne 10 lignes écrites de la main du plus honnête homme et j'y trouverai de quoi le faire pendre. Ben voilà, les réseaux sociaux, c'est ça. La carrière de Plantu, c'est 30 000 dessins. Et ce sont les dessinateurs et dessinatrices du collectif Cartooning for Peace, Dessinés pour la paix, qui prendront le relais à la une du quotidien. Et à noter aussi, toujours du côté des dessinateurs de presse, un autre passage de flambeau. Libération change également de plume. Le dessinateur Willem passe désormais le relais à Coco. La photographie africaine, c'est l'une des passions d'André Magnien, galeriste et découvreur de talent. Il a confié à Omar Victor Diop les rênes de l'exposition Héritage dans sa galerie jusqu'au 8 mai prochain. Pour l'occasion, le jeune prodige de la photographie sénégalaise s'est plongé dans 30 ans d'archives. Le reportage de Julien Sauvaget. L'histoire de la photographie africaine, c'est surtout l'histoire de rencontres entre des photographes et des collectionneurs à l'œil averti. Notamment Jean Pigosi, qui débute sa collection d'art contemporain africain dans les années 80, et à l'occasion de l'exposition African Explore en 1991, s'attarde sur 3 photographies, avec comme seule indication unknown photographer, Bamako, Mali, années 50. Pigosi les repères, je lui dis André, regardez ça, c'est fantastique. Ben, je lui dis, je suis jamais allé au Mali, mais si cet auteur anonyme est encore vivant, ben, je vais le trouver. André Magnien est alors celui qui s'occupe de découvrir des talents en Afrique pour le compte du célèbre collectionneur. Et il ne lui faudra en effet que quelques heures pour retrouver l'auteur de ces photographies à Bamako. J'arrive vers un vieux monsieur occupé à réparer sa mobilette. Et il se lève. Et sa mutation d'usage. Et je lui montre les photocopies. Puis il me dit, ah oui, ça c'est pour moi. Et vous avez fait tous ces kilomètres pour ça? Ah, je dis oui. Voilà, là, c'est très bien. Seydou Keïta connaîtra un succès fulgurant, à l'instar de Malik Sidibé, rencontré le même jour par André Magnien, qui n'aura de cesse de faire connaître leur talent. J'ai simplement permis à ces 2 photographes d'être reconnus dans le monde de la photographie
et qui sont devenus l'un et l'autre des icônes. 30 ans plus tard, c'est donc Omar Victor Diop, photographe sénégalais de la nouvelle génération, à qui André Magnien confie les clés de sa galerie. Il pioche dans les archives et en retire ce qui constitue un témoignage exceptionnel de l'histoire de la photographie africaine. Des photos qui se parlent, se répondent, s'opposent, mais indubitablement sont liées par une même continuité artistique. C'est évident. Le regard, vous voyez, on trouve dans le regard de cette femme quelque chose d'assez proche du regard de ce Malien. Fierté, beauté, élégance, ouais, c'est ça. Clin d'œil, référence, inspiration, volontaire ou non, cette exposition permet de faire se rencontrer 3 générations de photographes qui, chacun, à sa manière, a documenté, illustré, commenté son Afrique contemporaine sans jamais tourner le dos au passé. On connaissait Hollywood, Bollywood et Nollywood. Voici maintenant Hollywood. Avec la pandémie, l'Australie est en train de s'imposer comme le nouvel Eldorado du cinéma grâce à la maîtrise de la situation sanitaire. Alors que l'industrie cinématographique est fortement ralentie à Hollywood, l'Australie profite donc d'une explosion de la production sur son territoire. Le reportage de Richelle Harrison et Grégory Pless. Ses créateurs l'ont baptisé le héros. Un énorme drone qui a servi sur les tournages de films comme Alien Covenant ou Mortal Kombat. Il appartient à une société spécialisée dans les prises de vue aériennes qui profite à plein d'un boom de la création audiovisuelle en Australie où se pressent depuis quelques mois les productions à gros budget. C'est du pain béni pour cette PME. Nous avons dû nous agrandir et recruter pour répondre à la demande. Et nous fabriquons plein de nouveaux drones pour améliorer leur capacité. Des fabricants de drones aux spécialistes des effets spéciaux, c'est toute l'industrie audiovisuelle qui est sollicitée. Car partout ailleurs, les productions sont à l'arrêt, à tel point que l'Australie s'impose désormais comme le nouvel Hollywood. On reçoit un tas de nouvelles demandes, beaucoup plus que par le passé. On a reçu 2 fois plus de commandes au cours des 6 dernières semaines que pendant toute l'année 2019. On a l'impression que le monde entier veut venir tourner en Australie et le plus vite possible. La quasi-disparition du Covid en Australie, ses paysages très variés et ses studios de renommée mondiale ont permis d'y attirer les grands noms du cinéma. Mais c'est une aide publique au financement des tournages de 260 millions d'euros qui explique aussi le boom actuel. Depuis l'annonce de cette subvention en juillet, 11 productions ont été confirmées. C'est déjà bien. Mais en plus, cela donne du travail à des milliers d'Australiens. Cette initiative devrait créer plus de 11 000 emplois. Le gouvernement espère, lui, faire décoller l'industrie australienne du cinéma sur le long terme, même une fois la pandémie terminée. Et puis le Mont-Saint-Michel s'est transformé en scène d'exception pour un concert d'électro. À 80 mètres de hauteur, le DJ néerlandais Elke van Klein s'est produit dans le cadre époustouflant de l'abbaye et de toute la baie. Un concert retransmis sur Internet et qui a fait vibrer les pierres du monument. Regardez. C'est un concert unique le temps d'une soirée dans l'un des lieux touristiques préférés des Français. Le Mont-Saint-Michel. Des notes électro sublimées au loin par le spectacle des Grandes Marées, diffusé en direct sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de programmer un artiste et de raconter une histoire entre le lieu et l'artiste. Et ici, Elke Klein, il vient de sortir un album qui s'appelle Oscillation, qui peut faire un petit peu penser à la marée. Un concert digne d'une carte postale et la possibilité pour le Mont-Saint-Michel de retrouver sur Internet ses touristes pendant quelques heures. C'est très important de mettre un peu de culture, un peu de musique ici dans cette abbaye. Ça met un peu de vie dans le monument, ça met un peu de vie pour le Mont-Saint-Michel. Dans les airs en Turquie, à l'Aiguille du Midi ou au château de Chambord, ces événements singuliers dans des décors grandioses ont été organisés régulièrement ces dernières années. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se quitter avec ces images d'Art Dubaï, la foire d'art contemporain qui expose les talents de 50 galeries des Émirats Arabes Unis. C'est à retrouver sur place et en ligne sur le site artdubai.ae. C'est jusqu'au 3 avril. À très bientôt sur France 24.
Vous avez regardé votre programme avec la Smart EQ42 100% électrique. Smart. Hello la famille, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes chaque semaine de Légendes urbaines. Au programme, des coups de cœur, des coups de gueule, des parcours de vie incroyables et surtout, la face cachée que l'on ne voit que trop peu souvent de ces artistes urbains mondiaux. En attendant, paix, amour, lumière sur vous, one love. Légendes urbaines, désormais sur France 24 et France24.com.